OK. Comparativement à la façon dont nous avons abordé le cause, nous avons repris la même méthodologie également dans la partie relative aux conséquences des paiements tardifs. Pour le débiteur, lorsque les paiements est tardif, lorsqu'il se retrouve dans une situation d'impayé, c'est-à-dire ne sait pas honorer ses engagements suivant les termes et conditions prévus dans les contrats ou bien dans la loi, ça peut discréditer son image. Parce qu'on dit souvent que la relation créancier-débiteur ou client-fournisseur se base principalement sur la confiance. Alors, au secrétariat déjà, il va être surpris, il va recevoir le rappel, les lettres de rappel, le mail. Ça discrédite l'image de l'entreprise. Et lorsque c'est un crédit bancaire octroyé par un établissement bancaire ou assimilé, lorsque ça arrive un peu à échéance et lorsque c'est classifié, lorsque les impayés continuent à s'accumuler, l'établissement de crédit peut solliciter à la Banque centrale une procédure de mise en index. C'est-à-dire quoi? La société sera discréditée, sera blacklistée. La société ne peut plus bénéficier d'un emprunt bancaire et ça discrédite son image parce que la mise en index est publiée, le communiqué de la Banque centrale mettant la société en index est publié dans tous les établissements bancaires afin de ne pas octroyer à cette société les crédits parce que la société devient persona non grata, donc blacklistée. Il y a également, ça va de pair avec la perte de confiance. La relation fournisseur-client est basée beaucoup plus sur la confiance. Mais la première conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de confiance. Or, pour qu'une société puisse respirer, c'est le crédit. Il ne pourra pas bénéficier encore une fois de plus de la confiance vis-à-vis de ses créanciers parce que l'information pourra circuler vite. Une autre conséquence qui peut s'avérer prévisible, c'est le dysfonctionnement de la comptabilité de l'entreprise. Puisque la comptabilité de l'entreprise est sacrée, parce que ça prévoit quand même les états financiers, prévoit les causes d'éligibilité également des créances, ça prévoit également les passifs et les actifs de la société. Mais le plus souvent, lorsque on en viendra plus bas, lorsque on arrive aux impayés, le créancier ne reste pas bras cassés et le créancier peut utiliser certaines mesures contraignantes juste pour pouvoir amener les débiteurs à s'exécuter le plus souvent. Or, on dit que les saisies, lorsque les comptes sont saisis, ça emporte indisponibilité des sommes qui sont contenues dans les comptes ou bien qui sont détenues par le tiers. Et c'est la même chose en matière de recouvrement fiscal ou parafiscal. Lorsqu'il arrive de cas où il y a eu taxation d'office ou bien il n'y a pas eu déclaration dans les délais légaux, il n'y a pas eu liquidité de ce qu'on a déclaré dans les délais légaux, le fisc peut saisir par un avis de mise en recouvrement, par l'émission d'un avis de mise en recouvrement et d'un avis à tiers détenteur, les comptes bancaires entre les mains des tiers. Et là, ça emporte indisponibilité totale. Et lorsque c'est un compte prévu pour paiement des salaires des travailleurs, ça créera un dysfonctionnement total de la société. Les débiteurs ne sauront pas payer ces travailleurs et ça créera un dysfonctionnement de la société. Un autre cas que nous rencontrons souvent, c'est les procédures dilatoires inventées par les créanciers parce que le plus souvent, au moment des recouvrements, lorsque les créanciers ou les débiteurs se rendent compte qu'il n'est pas à mesure de pouvoir payer sa créance dans les conditions et termes fixés dans les contrats, il se comporte un peu à un gangster judiciaire pour créer certaines procédures qui pourra retarder le paiement. Notamment, il peut contester les paiements, il peut contester le montant de la dette, il peut contester le montant des impayés. Donc, il peut contester le montant des intérêts également, ou soit
il peut chercher à faire porter les chapeaux aux créanciers que voilà, je n'ai pas été bien conseillé, le contrat a été mal signé, ça comporte certaines clauses qui sont par exemple léonines, donc il faut absolument soit la rescission, soit l'annulation des contrats, ou soit également ils peuvent assigner en annulation des contrats pour solliciter les dommages à intérêts afin de faire jouer la compensation. Donc là, ce sont de moyens, de conséquences que l'on trouve lorsqu'il y a impayé. Les créanciers ne se laissent pas faire le plus souvent. Ils recourent derrière la justice pour couvrir son insolvabilité. Et pour les créanciers, la conséquence, c'est que lorsque les contrats, il y a certains contrats qui prévoient déjà de clauses des pénalités des retards. Et là, les créanciers peuvent réclamer les pénalités des retards, alors que les débiteurs n'est pas déjà en mesure de pouvoir payer le principal. Et les pénalités des retards viennent encore renforcer ou bien mettre en difficulté plus importante les paiements de la créance. Donc, ce sont des conséquences, des fois, qu'il faut éviter. Il y a également les recours à la justice pour solliciter les dommages-intérêts. Lorsque c'est faux que la créance n'est pas payée, le débiteur, les créanciers peuvent recourir en justice donc au fond pour réclamer, assigner en paiement de son dû. Mais souvent, il n'est pas conseillé, j'anticipe, il n'est pas conseillé de pouvoir engager directement la procédure judiciaire, surtout pour des retards de quelques jours seulement. Il n'est pas conseillé de pouvoir engager automatiquement la justice parce qu'il y aura perte de confiance, il y aura perte de la clientèle, ça peut compromettre également les relations contractuelles. Et pour les créanciers, c'est que les créanciers toujours pressés de pouvoir exécuter. Nous avons dit que pour exécuter, il faut être diligent, il faut faire preuve de plusieurs célérités. Mais lorsqu'on n'est plus habile, on peut tomber dans les cas d'exécution abusive parce que l'article 32 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voie d'exécution consacre le principe de la continuité de l'exécution au risque et péril des créanciers à charge pour lui de réparer lorsque les titres venaient ultérieurement à être modifiés. Donc, on peut se mettre d'accord que lorsque une exécution est tardif, les créanciers peuvent brutalement recourir à la procédure, aux procédures d'exécution. Et lorsque la procédure d'exécution est mal faite, il peut tomber dans le cas d'abus d'exécution et ça appellera réparation parce que la loi dit tout fait quelconque de l'homme qui crée préjudice à autrui exige réparation. Un autre cas, c'est que ça peut amener au recouvrement forcé, donc amener les créanciers à pouvoir procéder directement au moyen des contraintes pour pouvoir le faciliter le paiement, par exemple. C'est dire que non, voilà, les recouvrements amiables n'a pas abouti. J'ai relancé, j'ai envoyé des lettres de relance, j'ai envoyé des courriers, j'ai envoyé le mail, je vous ai même approché, je vous ai même accordé les délais de grâce, les délais de paiement, mais vous n'exécutez pas toujours. Alors, je dois procéder au recouvrement forcé. Donc, c'est l'ensemble des mécanismes ou actions permettant aux créanciers d'obtenir paiement de sa créance qui peut être commercial, fiscal ou civil. Donc, elle est civile lorsque le contractant ne sont pas des commerçants et ça porte sur des obligations qui ne sont pas commerciales, par exemple les loyers des résidences qui non payés. Commercial lorsque ça porte sur des relations, c'est conclu entre deux personnes commerçantes ou l'une d'entre elles est co-commerçant, ou lorsque ça porte sur un acte de commerce prévu à l'article 3 de l'acte uniforme relatif à l'acte uniforme relatif au droit commercial général. Souvent, disons que les recouvrements, c'est un casse-tête. Vraiment, ça présente un casse-tête, tant pour les débiteurs que pour les créanciers. Parce que les créanciers seront obligés, si il ne s'est pas prémuni quand même des moyens suffisants de prévention dans les contrats,
il sera obligé de recourir au service d'huissier ou au service de conseil financier ou bien au service d'un comptable ou bien au service d'avocat pour pouvoir procéder au recouvrement. Il y a même un adage danois qui renforce la difficulté, bien la peine que présentent les recouvrements. Il est difficile de restituer un pain déjà mangé parce que souvent les créanciers, les débiteurs se disent que quand j'ai mangé le pain, j'ai mangé les pains, mais je ne peux pas vous restituer directement le même pain. Donc, il faut attendre, je traverse de difficultés et il faut vraiment attendre. Mais pour y parvenir, d'abord, il y a des stratégies pour parvenir à un recouvrement efficient parce que dans le cadre de mon intervention, on va éviter certains recouvrements de papier qui peut arriver qu'on a une décision de justice, on a un acte transactionnel, mais qui ne reste qu'en papier, mais dans la pratique, c'est difficile de pouvoir exécuter parce qu'il n'y a pas eu quand même de clauses contraignantes qui peuvent facilement obliger les débiteurs de pouvoir payer. Alors, parmi les stratégies de recouvrement, c'est que le plus souvent, les créanciers, les conseillers aux créanciers de faire preuve de célérité, de diligence, d'efficacité et de rapidité. Parce qu'il arrive des fois que certains créanciers, lorsqu'ils se trouvent en situation difficile, ils organisent son insolvabilité. En l'occurrence, ils peuvent, s'il a de biens, par exemple, mobiliers, il peut céder ses biens à des tierces personnes. Il peut céder ses biens à des tierces personnes. S'il a de biens immobiliers, il peut facilement faire des cessions également, des mutations de titres pour organiser son insolvabilité. Alors, il est plus souvent conseillé que lorsqu'on engage la célérité, les recouvrements, il faut que ça soit dans la célérité, il faut que les créanciers soient diligents, il faut que le moyen utilisé soit rapide et efficient. Bref, il faut seulement surprendre le débiteur. Il ne faut pas que le débiteur soit au courant de toutes les procédures que vous allez mener pour les contraindre de payer. Il suffit seulement, lorsque les contrats n'étaient pas vraiment bien prémunis, il n'y avait pas de clause contraignante, lorsqu'on engage le recouvrement forcé, il faut vraiment que les créanciers fassent preuve de célérité. Aussi, il faut avant tout obtenir un titre exécutoire. Là, c'est clair. C'est que je sais que, bon, voilà, je vais procéder à l'exécution forcée. Il y a même, je crois, c'est l'article 33 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution, que permettez-moi d'appeler ça acte uniforme numéro 6 pour que nous soyons un peu rapides. Dit que, c'est-à-dire que ça prévoit, je crois, 5 catégories de titres exécuteurs. Il y a des décisions judiciaires, des décisions judiciaires par provision, ou bien des décisions judiciaires définitives. Il y a les sentences arbitrales étrangères ou bien les sentences arbitrales rendues dans les États parties. Il y a les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il y a les procès-verbaux signés par le juge. Ici, déjà, il faut écarter les procès parce qu'en République démocratique du Congo a envie de pouvoir engager une procédure sociale ou bien une procédure, un conflit individuel du travail. Il faut absolument passer par la phase de conciliation. Il y en a même ainsi en matière d'expulsion. Des bails non professionnels, il faut passer par la procédure de conciliation qui est constatée par un procès verbal. Donc ici, il faut écarter ces procès verbaux car ça contient seulement le point de vue de partie. Il n'y a pas de contraintes. Il ne faut pas confondre avec le procès verbaux, on en reviendra, qui sont signés lors de l'accord des parties en matière, par exemple, d'injonction de payer lorsqu'en phase de conciliation, on signe des procès verbaux en présence de juges et ces procès-verbaux constituent de titres exécutoires. Un autre moyen, parce que déjà, lorsqu'on engage, par exemple, la voie, le recours au fond, tous les recours au fond constituent des procédures pour pouvoir obtenir un titre exécutoire, parce que la loi, l'acte uniforme portant procédé simplifié de recouvrement et voie d'exécution oblige, pour certains cas d'exécution, pour toute exécution forcée, que la créance soit certaine, liquide et exigible et que les créanciers soient munis d'un titre exécutoire.
donc à l'exception de certains cas de mesures conservatoires seulement. Donc, il faut, avant d'engager le recouvrement, déjà obtenir un titre exécutoire. Par exemple, le plus rapide, un titre exécutoire que moi, je peux des fois conseiller à certains créanciers, c'est que beaucoup plus lorsque les contrats, lors de la conclusion de contrat, parmi les mesures de prévention, il faut utiliser, il faut des fois prévoir les cas de notariat, c'est-à-dire que prévoir que le contrat sera notarié et déjà que les créanciers soient, que les parties puissent désigner les créanciers comme agents qui sera chargé d'aller faire notarier un acte, puisque si on a un acte notarié, les notaires peuvent facilement apposer la formule exécutoire. Et une fois qu'on appose la formule exécutoire sur le contrat, ou bien les relevés bancaires, ou bien les attestations certifiées par les banques, pour des comptes courants, on peut notarier ça et une fois qu'il y a la position de la formule exécutoire, ça constitue déjà un titre exécutoire pour permettre aux créanciers de pouvoir procéder au recouvrement forcé. Mais on peut déjà, il faut savoir, c'est bon à savoir que le recouvrement des créances ne résiste pas à certaines procédures, notamment l'immunité d'exécution, l'insaisissabilité et l'indisponibilité. Déjà, avant d'engager les recouvrements, il faut savoir, il faut mener des recherches pour savoir si les débiteurs, donc il faut les know your customer, donc les KYC, vous devez connaître son client. S'il ne bénéficie pas de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30, insaisissabilité et indisponibilité, article 50 à 51. Et d'autres créanciers plus malins vont solliciter les placements des régimes, soit des redressements judiciaires, soit des règlements préventifs, soit la conciliation, aux fins d'échapper seulement au recouvrement. Donc, nous disons que parmi les étapes de recouvrement, nous avons le recouvrement à l'amiable, constitué principalement par les relances, qui sont des moyens qui fidélisent même la relation créancier-client. Ça favorise qu'il y ait des rappels, ça favorise également qu'il n'y ait pas de impayés. Il faut toujours procéder par les appels téléphoniques ou même procéder par des tête-à-tête, des face-à-face, des descentes sur terrain pour aller rappeler les créanciers des échéances et de paiement mensuels ou annuels. Il y a également le mail. Ce sont des relances un peu amiables qu'on peut procéder. Une autre étape de recouvrement, c'est la mise en demeure. Une mise en demeure, c'est juste les rappels de l'échéancier. Voilà qu'il faut déjà payer. La mise en demeure est plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces créances qui sont couvertes par la caution. Vous voyez un peu, par un cautionnement, une personne peut se porter caution pour couvrir soit la totalité de la créance, soit une partie de la créance, parce que le droit OHADA consacre même le principe, OHADA, la caution en principe est illimitée, sauf disposition contraire si on limite ça, et si la caution est tenue pour les principales et sur les intérêts. Et lorsqu'il n'y a pas de mise en demeure, lorsque la caution n'est pas informée, ce qui arrive le plus souvent, la caution n'est pas vraiment informée de l'évolution des paiements et il viendra le moment il peut se couvrir pour dire que il peut se couvrir pour dire que la créance est je ne peux pas payer, je ne peux pas payer parce que je ne peux pas payer les intérêts parce que je n'ai pas été mis au courant de l'évolution de la créance, alors je m'en tiens seulement au principal, je ne peux pas payer les intérêts parce que je n'ai pas été mise au courant et les mises en demeure, je n'ai pas reçu le mise en demeure et je ne peux pas également payer le principal. Donc, ça arrive souvent. Alors, il est tenu au créancier de pouvoir à la fois notifier les mises en demeure au créancier principal et ainsi que au créancier
et ainsi qu'aux créanciers secondaires. Et là, si ça n'aboutit pas, ça peut nous amener à procéder à l'injonction de payer pour pouvoir obtenir un titre exécutoire ou injonction de délivrer pour des obligations de restituer, pour pouvoir amener toujours les débiteurs à pouvoir s'exécuter de ces obligations. Et une fois que l'injonction de payer n'est reçue pas, une fois que on a été confirmé pour pouvoir, dans le droit de pouvoir procéder à l'exécution de la créance a été validé, on peut procéder au recouvrement de la créance. Bon, disons un mot sur ce que le débiteur paye, parce que le plus souvent, on peut noter que le débiteur ne paye que ce qu'il a intérêt à payer, donc d'où l'essence des rappels. Donc, les débiteurs ne payent que ce qu'ils trouvent prioritaire en ce moment de la réclamation à payer. Donc, il faut absolument utiliser des mécanismes contraignants ou moins contraignants, mais conciliateurs pour pouvoir amener les débiteurs à pouvoir mettre votre créance en première position pour pouvoir payer la créance. Voilà. Et il peut, et parmi ces moyens, nous avons cité déjà les relances téléphoniques, le courrier face à face, les différentes mises en demeure. Mais si le recouvrement amiable n'aboutit pas, parce que les recours, les courriers, l'envoi de mails, les rappels, la descente, ce sont des mécanismes prévus pour les recouvrements amiables. Et si le recouvrement amiable ne marche pas, on passe donc le recouvrement forcé tel que prévu dans l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voie d'exécution. En fait, il est toujours dit que toute dette suppose le paiement. Toute dette doit être payée. Et la base même de recouvrement est l'article 28, parce qu'il y a les droits, les créanciers disposent des droits des gages général sur tout le bien du débiteur. C'est consacré à l'article 28 qui dit qu'à défaut du paiement volontaire, tout créancier payé peut soit pratiquer, contraindre son débiteur conservatoire, qui sont des mesures de précaution, soit en recourant aux voies d'exécution afin d'être rétabli dans ses droits, donc aux fins de réclamation de son dû. Mais les deuxièmes alinéas, sauf s'il s'agit de créances hypothécaires, ou privilégier l'exécution poursuivie en premier sur le bien meuble et en second lieu sur le bien immeuble. Et là, j'aimerais un peu insister sur les deuxième alinéa parce que ça nous présente plusieurs catégories. Déjà, on a dit que le recouvrement forcé est ouvert à tout créancier, hypothécaire, rétenteur, nantiste, nanti, de pouvoir contraindre son débiteur à payer son dû. Mais cette possibilité souffre de quelqu'un d'une exception, c'est que lorsque le débiteur est un créancier hypothécaire, en premier lieu, il doit d'abord réaliser le bien qui a été donné en hypothèque avant de pratiquer des saisies immobilières. Et c'est vice-versa. Lorsque le créancier est un créancier gagiste, il est tenu de pouvoir, avant tout recouvrement, c'est les techniques de recouvrement qu'on donne pour un recouvrement efficace, parce que le plus souvent, lorsqu'on recouvre par un recouvrement brutal, on se rend compte qu'on était créancier hypothécaire ou gagiste. Il y a souvent la main levée de saisie. Alors, lorsqu'on est gagiste hypothécaire, un créancier hypothécaire, il faut d'abord procéder à la réalisation d'un bien immobilier. Et lorsqu'on est un créancier gagiste, on n'a pas une garantie. Il faut d'abord réaliser
des biens mobiliers et c'est en cas lorsque le recouvrement est infructueux, immobilière. C'est ça le principe. Toujours dans les techniques, je vais présenter les préalables pour tout recouvrement. Les préalables pour tout recouvrement, c'est que le premier, c'est le KYC. Donc, il faut connaître les débiteurs. Il faut connaître sa désignation précise, son adresse réelle, parce que le plus souvent dans la pratique, c'est qu'après l'octroi des crédits, on ne sait pas suivre l'évolution de la créance, on ne sait pas notifier le mise en demeure, on ne sait pas notifier le mail parce que le débiteur peut changer de mail, il peut changer la boîte postale, il peut changer l'adresse, il peut, si l'on ne connaît pas mieux également les activités du débiteur, on ne connaît pas mieux sa dénomination sociale ni sa forme sociale, ou lorsque si l'on ne connaît pas mieux son nom, sa dénomination, ça crée un problème sérieux parce qu'en République démocratique du Congo, bon, là, c'est un cas spécifique et typique, c'est que l'article 56 du Code de la famille dit que tout Congolais est désigné par un nom composé d'un de plusieurs éléments complémentaires et l'ordre de ces noms et leurs déclarations sont immuables. Il y a le principe de muabilité du nom. Le nom ne peut pas changer. Et par exemple, moi, c'est Maître Yannick Yemba Olela. Si c'est en droit congolais, si vous écrivez Olela Yannick, il peut s'avérer que c'est deux personnes différentes. Et là, le créancier doit prouver qu'il n'y a pas confusion sur la personne pour que son recouvrement quand même soit réussi. C'est pourquoi il est conseillé de mieux connaître l'identité de son client. Il a même été jugé qu'en droit WADA, l'inversion de nom et prénom des créanciers, bon, n'importe, dès lors que ça ne porte pas un doute sur l'identité, ça ne peut pas entraîner la main levée de la saisie. Quoique l'article 157, je crois 79, de l'acte uniforme consacre que l'acte de saisie doit contenir à peine de nullité l'identification précise et à plusieurs fois. La CCJ a tranché et a confirmé le main levé ordonné parce qu'on a même eu à oublier la forme sociale du débiteur. Il faut également connaître si le débiteur est incapable. Nous avons déjà épinglé que lorsque arrive le moment des paiements, les débiteurs, souvent, ils évoquent des motifs que voilà, les contrats, les motifs liés au vice de contrat, que voilà, il y a de nullité. Les motifs peuvent être soit liés à la forme ou au fond. Donc, au fond du contrat, on peut dire que voilà, la forme, au fond du contrat, on peut dire que voilà, le contrat a été conclu par un mineur qui n'a pas été représenté. Le bien que j'ai donné en garantie est un bien appartenant au mineur, qui n'a pas été représenté également. Les biens, par exemple, les certificats d'enregistrement, les titres de propriété que j'ai donnés en hypothèque appartenaient à un mineur. Et en droit congolais, même l'article 46, je crois, de l'acte uniforme de la loi portant protection d'enfants érige même en infraction d'estellionat le fait de pouvoir donner en gage ou en hypothèque un bien immobilier appartenant à un enfant. Donc, il faut connaître la capacité du débiteur, l'état du débiteur. Est-ce que le débiteur est capable de pouvoir conclure un contrat? Et également, c'est qu'il faut connaître si le débiteur est marié ou pas. En droit congolais, le Code de la famille a consacré les principes du consentement des époux pour tous les actes juridiques. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un époux conclut un contrat, tout contrat, c'est-à-dire que les contrats d'hypothèque, les contrats de gage, les contrats d'hypothèque surtout, il faut nécessairement qu'il y ait le consentement de l'autre époux et l'époux peut le contester, alors que la nullité peut être fondée à défaut d'accord. Un époux peut évoquer le défaut d'accord et ça arrive des fois qu'on annule les contrats juste parce qu'un époux n'a pas consenti à ce que son époux, son conjoint puisse conclure un contrat. Donc, il faut savoir si le débiteur est marié, il faut aller au registre de l'état civil pour vérifier si le débiteur est marié ou pas. Mais là, dans la plupart des cas, ce que nous avons constaté, les banques ou les établissements de crédit s'en tiennent seulement au certificat d'enregistrement, alors que les certificats d'enregistrement prouvent la propriété d'un immeuble, mais ça ne prouve pas l'état de la personne, quoi qu'étant un titre authentique. Il faut descendre
au registre de l'état civil, à l'état civil pour vérifier l'état de la personne. Capacité de la personne également à contracter pour vérifier ses états financiers. Il faut vérifier si la n'est pas soumis au régime de procédure collective. Il peut s'agir de conciliation, il peut s'agir de redressement judiciaire, il peut s'agir de règlement préventif. Donc, toutes ces procédures suspendent l'exécution à l'égard de tant du débiteur que de la caution. Sauf, par exemple, les cas où on en viendra de règlement préventif, lorsque le débiteur principal en bénéficie, une personne morale qui est caution ne peut pas en réclamer, mais de co-obliger personne physique en bénéficie lorsqu'il s'agit des règlements préventifs. Donc, il faut toujours vérifier la capacité de la personne ou même des fois demander qu'il puisse vous amener ses attestations fiscales parce qu'un débiteur qui a déjà l'habitude de payer l'impôt, c'est un critère, un index qui peut vous servir déjà pour pouvoir qualifier ou quantifier les degrés de sa solvabilité. Aussi, vérifier au central des risques si, par exemple, la personne n'est pas mise en index. Parce que le plus souvent, les banques centrales ont l'habitude de communiquer aux établissements de crédit assimilés, mais ne communiquent pas à d'autres personnes physiques. Et dans la plupart des cas également, les débiteurs, c'est que les débiteurs recourent pour organiser leur insolvabilité aux procédures collectives. C'est même ça, même quand j'avais commencé dans mon introduction, j'ai dit que ce sont des raisons qui ont poussé le législateur communautaire en 2015 d'abroger l'acte uniforme, l'ancien acte uniforme sur les procédures collectives, parce qu'on a considéré que moins il y avait de conditions, plus il y avait des débiteurs qui recouraient aux tribunaux de commerce pour solliciter auprès du président l'ordonnance au fin de l'ouverture de règlements préventifs et de suspension des poursuites individuelles pour 3 mois. Et une fois qu'ils obtenaient l'ordonnance, ils ne voulaient pas que la procédure puisse continuer à bout, ils abandonnaient la procédure et les créanciers n'étaient pas en mesure de pouvoir recouvrer sa créance. Donc, toutes ces procédures collectives, que ce soit la conciliation, les règlements préventifs ou les redressements judiciaires ou la liquidation des biens, suspendent absolument les recouvrements. Alors, il faut à tout prix que le créancier puisse quand même connaître son créateur, son débiteur. Il faut également savoir déjà en amont si la créance n'est pas prescrite. Parce que si la créance est prescrite et qu'on a mis de moyens pour engager le recouvrement, donc c'est un coup de bluff, c'est un coup de pied dans l'eau. On a perdu à la fois les temps, on a perdu le moyen, on doit payer l'avocat, on doit payer les conseillers fiscaux, on doit payer la société de recouvrement. Alors, parce que la créance est déjà prescrite. Parce qu'il y a plusieurs délais de prescription. Il y a des créances en matière civile ou commerciale. En matière civile, c'est de 2 ans, de 5 ans, de 15 ans, de 30 ans. En matière commerciale, il y en a qui sont prescrites de 5 ans. Je crois que c'est l'article 34 de l'acte uniforme, de l'article 16 également, de l'acte uniforme sur le droit commercial général, qui prévoit même la possibilité également à l'article 29 aux parties de pouvoir soit allonger ou abréger les délais de leur prescription dans les contrats. C'est pourquoi il est toujours souhaité de pouvoir mieux étoffer les contrats par de moyens de contraintes pour pouvoir mieux sécuriser les recouvrements et pour les créanciers d'allonger même les délais de prescription lorsque les créanciers savent qu'ils ne disposent pas de moyens ou une équipe nécessaire de suivi du recouvrement. Il doit allonger les délais de recouvrement dans les contrats. Cela est reconnu à l'article 29, mais ça ne peut pas aller, ça peut pas être rendu à plus de 10 ans ou être à plus d'une année, donc à moins d'une année. Et que faire pour arrêter la prescription? Puisque souvent, lorsque nous tombons dans l'oubli, lorsqu'on n'a pas de moyens suffisants, la notification des débiteurs de l'acte de saisie, ça vaut interruption de la prescription. C'est l'article 37 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des voies d'exécution. La citation en justice, la reconnaissance des dettes par les créanciers. On dit que la reconnaissance des dettes
maintient les débiteurs dans ses obligations, alors que la décharge libère absolument le débiteur. Mais c'est que nous avons constaté dans la pratique des fois, on confond la décharge avec la reconnaissance des dettes, mais il faut peut-être qu'il y ait l'acte de reconnaissance signé par les débiteurs. Ça pourra même servir pour l'injonction des payés, hein, comme début de preuve pour l'injonction des payés. Et s'il arrive de cas qu'il n'y a pas aussi un bon archivage, c'est-à-dire que parmi également les causes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon archivage au niveau des sociétés, des entreprises, il faut peut-être, lorsqu'on a perdu les preuves, il y a des techniques pour pouvoir reconstituer des preuves, notamment, il ne faut pas directement aller en justice parce qu'on dit que le droit actor incumbit probatio. Le droit appartient à l'auteur, donc à l'acteur, donc au créancier, il appartient au créancier de prouver la preuve. Donc, on ne peut pas obliger les débiteurs à produire contre lui-même. Donc, c'est pourquoi il faut procéder, lorsqu'on a perdu des preuves, à la mise en demeure, au mail, attendre juste la réaction, même par voie épistolaire ou par voie de courrier du débiteur. Et si le débiteur s'hasarde à répondre ou reconnaît en partie la créance, waf, là, c'est une chance pour la société. Il a quand même, de quoi qu'il a perdu ses preuves, mais il a quand même une preuve un acte donc une preuve de commencement, donc le commencement de la preuve, parce qu'en matière commerciale, la preuve est libre. Seulement concernant l'état de la personne, nous avons parlé de l'immunité d'exécution. L'immunité d'exécution est consacrée à l'article 30 de l'acte uniforme numéro 6. Seules les entreprises publiques et seules les entreprises publiques évoluant dans les secteurs, c'est-à-dire seuls l'État et les entreprises publiques bénéficient de l'immunité d'exécution. Donc, on peut déjà comprendre, quand j'avais, à mon début, au début de mon intervention, j'ai épinglé l'article 30 et l'article 2. Ici, c'est que la CCJA, son idée majeure, c'est de participer quand même à la vie économique des États, parce qu'actuellement, avec la mondialisation, les États participent activement au commerce, aux échanges internationaux, et que le fait de pouvoir étendre l'immunité d'exécution, même aux entreprises qui ont pris la forme de société commerciale, en réalité, ça encourage la tricherie parce que peut s'agir toute société évoluant dans les secteurs de droit privé doit faire participer dans son capital l'État pour tricher afin qu'il n'y ait pas d'exécution contre lui. Parce que l'immunité en soi, ça protège. Ce sont des mécanismes qui protègent, une couverture qui protège les débiteurs ou des débiteurs de l'exécution forcée ou des recouvrements forcés. Et la solution, c'est seulement faire jouer la compensation pour des créances certaines liquides exigibles reconnues par l'État. Alors, puisque c'est une faveur accordée par l'État, bon, c'est des droits publics, d'ordre public également, certains qualifient que c'est d'ordre privé. Dans le contrat, il faut déjà prendre le soin de pouvoir inclure des clauses de rénonciation de l'immunité, même si c'était un service, même si c'est une entreprise publique qui n'est pas dans le secteur de droit privé, il faut prévoir, même s'il s'agit d'un État, il faut prévoir dans le contrat déjà la clause de la rénonciation de l'immunité afin de faciliter le recouvrement. Parce que la CCJA a jugé par son arrêt, parce qu'il y a eu tergiversation, il y a eu vraiment un revirement jurisprudentiel de la CCJA en matière d'immunité d'exécution, parce qu'en droit congolais, comme je vous avais dit, par la loi numéro 17 juillet 2008 relative aux entreprises publiques, on dit que toute entreprise publique qui est transformée en société commerciale est soumise au régime de droit commun, donc le régime de droit privé. Mais il y a l'arrêt Togo, Télécom, l'arrêt célèbre de la CCJA, qui disait que même si la loi nationale soumet les entreprises publiques aux règles de droit privé, les deux entreprises bénéficient toujours de l'immunité d'exécution.
Là, c'est un arrêt révolu, bâti à brèche aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'évolution. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai eu à épingler certaines contrariétés des actes uniformes. Cet arrêt s'était fondé principalement à l'article 30, qui reprenait les entreprises publiques, contrairement à l'article D. Et il y a également l'évolution des arrêts de 2019, arrêt célèbre, arrêt Bakandeja contre les grands hôtels, qui disait que qui disait pas que même si l'État est les critères de droit des droits privés a cédé aux critères de la participation à la majorité, parce que l'arrêt de 2019 reprenait que une société, une entreprise publique qui évolue dans les secteurs de droit privé, même si ça a pris l'une des formes de la société commerciale, pour que cela puisse bénéficier de l'immunité d'exécution, elle doit participer dans le capital social à plus de 50%. Le fait que le capital social d'une société commerciale est à plus de 50% détenu par une entreprise publique ou bien un État, ça faisait de cette entreprise publique bénéficiaire de l'immunité d'exécution. Mais en 2020, il y a l'arrêt de la Banque mondiale de solidarité du 26 novembre 2020 qui est venu encore préciser que toute entreprise publique qui a pris l'une des formes de société commerciale, regarde l'article 2 de l'acte uniforme sur les sociétés, ne bénéficie pas de l'immunité d'exécution. Parce que, mais cet arrêt, lorsque vous analysez la motivation, vous verrez que ça ouvre également une brèche que j'ai analysée dans mon ouvrage sur l'exécution de décisions OHADA, préfacé par M. Stéphane Mortier, pour dire que pour que la société, quand vous lisez la motivation, pour que la société puisse bénéficier de l'immunité d'exécution, il faut qu'il y ait une influence certaine de la société, même si la détention de la majorité de parts sociales n'est pas un critère, mais il faut qu'il y ait influence sur les organes. Et au-delà de ça, il faut que le statut prévoit que c'est une société commerciale, mais entreprise publique. Ça doit être prévu dans les statuts et dans tous les statuts de la société, entreprise publique, pour ne pas favoriser certaines sociétés qui concluent avec le privé. Mais qu'au moment du recouvrement, ils veulent recourir à l'immunité consacrée à l'article 30. Il en est ainsi avec l'insaisissabilité, contrairement à l'immunité qui est favorable aux entreprises, mais le cas d'insaisissabilité est prévu par le texte national. C'est ça un autre problème, parce que le plus souvent, les secteurs OHADA procèdent par les périphrases. Lorsqu'il faut désigner une juridiction compétente, on renvoie beaucoup plus aux termes génériques. Cela sera organisé par des textes nationaux. On a renvoyé la question d'insaisissabilité aux États parties de pouvoir déterminer la liste de biens et personnes insaisissables. Donc, mais en République démocratique du Congo, il n'y a pas une liste. Je suis un peu... je ne sais pas si... si vous pouvez nous faciliter de mettre... d'éteindre un peu le micro. Parce que là, je suis un peu perturbé là par... C'est bon, vous pouvez continuer, maître. OK. En fait, on a renvoyé ça aux États parties, mais en République démocratique du Congo, comme je disais, on n'a pas résolu ça. Le droit OHADA est venu résoudre ces problèmes d'insécurité juridique, mais en réalité, on renvoie le fait de renvoyer, ça nous amène encore dans la case de départ. En droit congolais, il y a un problème sérieux d'insécurité juridique parce qu'il y avait une circulaire prise par le ministre Tombé Mamba qui avait interdit l'exécution sur les entreprises, les biens appartenant aux entreprises publiques, mais c'est le Code de procédure civile, article 27, qui reprenait de manière non exhaustive le bien insaisissable, et cette partie est contenue dans la partie réservée aux voies d'exécution qui est abrogée.
par l'acte uniforme au regard de l'article 336, ça pose un problème sérieux et il est appelé quand même aux États africains de pouvoir publier la liste des États africains de biens insaisissables. Je crois qu'il y a certains États déjà qui ont publié. Pardon, si je peux souffler un peu. Aussi, pour éviter le cas d'exécution abusive, il est demandé aux créanciers saisissants d'éviter de multiplier des saisies, donc de superposer de saisies sur le même titre contre le même débiteur et contre la même créance. Et il y a des principes saisis sur saisie nouveau. La CCJ a même jugé cela, qu'il est interdit à un créancier saisissant de pratiquer concurremment à une saisie, une nouvelle saisie de même nature sur le même compte et avoir de même débiteur. Parce que cela pourra encore, le débiteur pourra s'en prévaloir pour initier une action au fond en réparation pour exécution abusive. Donc, il faut terminer. Quelles sont les stratégies, les préalables pour tous les recouvrements que nous venons de déterminer là? Et nous avons dit qu'il y a plusieurs types de recouvrements forcés. Avant le recouvrement forcé, on a développé les recouvrements amiables, les relances, les approches, les descentes, les appels téléphoniques. Pour les recouvrements forcés, il y a les législateur communautaire a bien prévu les différentes catégories ou bien les différents types de saisies. OADA, et a même déterminé la procédure ainsi que les délais. C'est vraiment important les délais, ainsi que pour observer, parce que c'est prévu, c'est prescrit à peine de nullité. Mais moi, dans le cadre de mon intervention, j'ai prévu même l'assignation en paiement. Pourquoi? Parce que l'injonction des payer que vous voyez souvent est plus utilisée maintenant. C'est juste pour faciliter la procédure, parce que nous avons dit que le droit au OADA était institué également pour pouvoir faciliter les procédures dans les matières de droit des affaires. Et ça a prescrit certaines procédures, notamment, il y a l'injonction des payer. Mais l'injonction des payer ou l'injonction de délivrer, bon, c'est l'injonction de délivrer ou de restituer, tout dépend de la chose, soit détenue ou soit à restituer.